Depuis l'Antiquité, deux conceptions du droit s'opposent, illustrées par cette pièce de théâtre célèbre de Sophocle, Antigone. Les uns considèrent que le droit exprime d'abord la volonté de ceux qui exercent le pouvoir, c'est le parti de Créon, et les autres considèrent que le droit est ordonné à une finalité, le bien, le juste, qu'il doit rechercher le règne de la justice et de l'équité, c'est le côté d'Antigone. Et cette opposition, elle s'est exprimée à Athènes avec d'un côté Socrate et de l'autre les sophistes, Protagoras, Gorgias, qui affirmaient que l'homme est la mesure de toute chose et que ce qui est vrai et juste dans une cité l'est tant que celle-ci le décide. Toute la réflexion sur le droit naturel repose sur l'idée d'un ordre naturel du cosmos dont ce droit serait la traduction. Et toute cette réflexion repose notamment sur l'idée d'une nature de l'homme. L'homme a une nature qu'Aristote définit comme sociable. L'homme est un animal politique. Cet homme est aussi un animal raisonnable, intelligent, capable de discernement, et puis d'autre part c'est un être spirituel. Et c'est d'ailleurs cette qualité d'être spirituel qui assure la liberté, le libre arbitre de cet homme appelé à choisir entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste. Plus tard, saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, a mené toute sa réflexion sur le droit naturel à partir des aspirations fondamentales de l'homme, l'aspiration au bien, d'où il découle que l'homme doit respecter les engagements qu'il souscrit, qu'il ne doit pas porter de faux-témoignage, qu'il doit également réparer les préjudices qu'il crée, l'aspiration également à assurer sa propre conservation, d'où la propriété, d'où également la légitime défense, d'où aussi la procréation, donc le mariage entre l'homme et la femme, l'éducation des enfants. Alors, face à cette conception classique du droit naturel, est apparue une nouvelle conception du droit naturel à l'époque moderne, au XVIe, XVIIe siècle, une conception qui découle des travaux des universitaires espagnols, de la scolastique espagnole, et cette conception moderne du droit naturel, illustrée en 1625 par Grotius, définit le droit naturel non plus par rapport à l'ordre objectif du monde, non plus par rapport au juste, à la recherche de la justice, mais par rapport au sujet, par rapport à l'individu. Et donc le droit naturel, ce sont les droits naturels d'individus sur certaines choses, ou les droits naturels des individus à faire quelque chose. Et en filigrane, on voit ici se dessiner déjà la notion de droit de l'homme qui monte en puissance à partir de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle. Alors, cette déclaration des droits de l'homme, elle proclame des droits naturels de l'homme, et dans le même temps, l'article 6 vient en quelque sorte neutraliser cette qualité naturelle qui est reconnue aux droits de l'homme en définissant la loi comme l'expression de la volonté générale. À partir de ce moment, si la loi est l'expression de la volonté générale, elle est définie en fonction de son origine et non plus en fonction de sa finalité, et le législateur est affranchi du respect de tout ordre juridique supérieur. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 rectifie sensiblement la perspective dressée par la Déclaration française de 1789. Des inspirations autres puisées dans la philosophie chrétienne, d'où d'ailleurs la reconnaissance dans la Déclaration universelle de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, d'où la reconnaissance du droit à la vie.
par exemple. La difficulté de cette déclaration universelle tient au fait qu'elle ne dit pas ce qu'est l'homme. L'homme de la déclaration universelle a des droits, mais il ne sait pas ce qu'il est. Et c'est à mon sens la plus grande faiblesse de cette déclaration. L'enjeu de la reconnaissance de l'autorité du droit naturel est aujourd'hui important et très actuel, comme le montre d'ailleurs l'exemple donné par la Hongrie qui, en modifiant sa constitution il y a quelques années, a intégré cette reconnaissance de l'autorité du droit naturel dans son préambule. Face au positivisme juridique qui lie le droit à l'expression de la volonté de ceux qui gouvernent, c'est-à-dire à l'expression de la volonté d'une majorité légale qui peut ne représenter qu'une petite minorité du pays, la reconnaissance de l'autorité du droit naturel permet de mettre hors de portée de cette volonté un certain nombre de principes et d'encadrer l'expression de la volonté de ceux qui exercent le pouvoir, de l'ordonner à une finalité qui est la recherche de la justice et de l'équité. Dans une société profondément abîmée qui traverse une crise de confiance terrible, confiance des individus à l'égard de ceux qui les gouvernent et confiance des individus les uns à l'égard des autres. Et cette crise de confiance, si on y regarde de près, tient au fait que la justice est absente de la vie sociale. L'affirmation de l'autorité du droit naturel permettrait d'y remédier et de couronner notre état de droit en lui donnant la consistance qui lui manque aujourd'hui. Ajoutons que le droit naturel repose sur la reconnaissance d'une nature de l'homme. Et la reconnaissance de cette nature de l'homme est aujourd'hui extrêmement importante. Nous avons vu au cours du XXe siècle, dans les sociétés totalitaires, en Allemagne, en Russie soviétique, les catastrophes que pouvait produire la négation de cette nature de l'homme. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement à l'abri de nouvelles horreurs. Notre société reste menacée par des risques totalitaires, que ce soit celui que fait courir l'islam radical ou que ce soit celui que fait courir le transhumanisme.